Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou autres, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Manuel et Lise Wacrenier, qui ont tous les deux décidé de se lancer à l'aventure, parfois ensemble, parfois séparément, mais toujours avec une idée, celle d'aller au bout de leur envie. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment Manuel, tout en humilité, s'est mis au défi de retaper une vieille bâtisse pour ensuite se lancer dans l'idée de créer des chambres d'hôtes. En parallèle, Lise, sa femme, a elle donné un virage à sa vie en passant de professeur des écoles à pâtissière. Vous allez découvrir une aventure familiale tout en simplicité qui vous donnera certainement envie d'aller passer vos prochaines vacances dans l'Ouest. Je vous invite à découvrir comment on peut dompter la peur de changer en se faisant confiance. Je vous laisse avec Lise et Manuel. Très bonne écoute à vous. Alors ce qui est malin, c'est quand on suit des gens qui font de la pâtisserie sur Facebook et qui vivent loin, c'est qu'on a envie de les manger, mais on ne peut pas les manger. Je suis sur le podcast avec Manu et avec Lise. Bonjour Manu, bonjour Lise. Salut. Bonjour. Alors Manu, je l'ai connu quand il était tout jeune, entre guillemets, chez Ikea. Il est venu faire un stage chez Ikea et puis je n'ai jamais arrêté de suivre ses aventures. On a gardé contact sur Facebook et je l'ai vu travailler comme un acharné à monter un gîte, à retaper une maison, monter un gîte et puis ensuite un autre gîte. Et sa femme s'est mise aussi à l'aventure, c'est que elle a décidé un jour de basculer de son métier d'avant, elle expliquera ce qu'était son métier d'avant, à celui de pâtissière. Et donc j'ai voulu les recevoir sur le podcast Allez Vas-y parce que j'ai estimé que ils n'avaient pas forcément l'envie d'être sur le podcast parce que c'était pour eux, ils ont fait des choses ordinaires, mais pour moi c'est quand en plus dans cette aventure-là de tout ce que je viens de vous raconter, il y a des naissances d'enfants et tout, voilà, on peut dire que Allez Vas-y, eux ils y ont été. Alors Manu, Lise, je vais vous laisser raconter aux auditeurs et aux auditrices votre parcours et puis toutes les aventures et toutes les actions que vous avez menées. Bonjour à tout le monde. Donc, Lise et Manu de Ch'timi d'origine, puisque moi je suis de la région lilloise, de Wavrin exactement, où j'y suis resté pendant une quinzaine d'années, on va dire. Et ensuite, mes parents, bougeant pas mal, ont fait quelques autres maisons. Et ça aura aussi une incidence sur les nombreux travaux qu'on va effectuer. Et donc, Lise. Et donc, moi, j'ai habité pas très loin de Manu, sans le savoir, dans la PVL. Et moi, mes parents, par contre, sont toujours restés au même endroit. Donc, j'ai pas été élevée comme Manu dans la mobilité. C'est ça. Et donc, on a fait chacun notre route jusqu'à ce qu'on se rencontre. Hein. Moi, j'ai fait un bac, alors sans le savoir, dans le même lycée que Lise, mais ça, on ne le savait pas. J'ai fait un bac économique et social. Ensuite, après ce bac, j'ai fait une licence. Moi, à l'époque, je voulais être instit. Et ça, c'est drôle aussi. Je savais pas que j'allais rencontrer une instit. Et puis, en cours de route, j'ai changé mon fusil d'épaule pour m'orienter vers les ressources humaines. Alors, quel est le lien? Je sais pas. Mais voilà, toujours est-il que je me suis orienté vers un master RH. Et effectivement, pendant ce stage, au détour d'un couloir, j'ai vu une affiche sur laquelle Ikea recrutait des stagiaires. Donc, moi, je cherchais un stage, évidemment. Donc, je suis allé frapper à la porte d'un certain Frédéric Florent, que j'ai rencontré avec Stéphane, si je dis pas de bêtises à l'époque. C'est possible. C'est possible. Et on avait fait un très très long entretien. Je me souviens, ça avait duré presque 2 heures. Et je me suis dit, oh là là, quelle galère si ça commence comme ça. Et pour faire un raccourci, après ce stage, j'y suis resté encore 10 ans. Donc voilà, comme quoi j'ai frappé à la bonne porte à l'époque. Mais je pense que tu étais tombé aussi sur deux vrais bavards, quoi. C'est-à-dire moi et Stéphane, je pense que voilà, c'était pas mal. Ouais, c'est possible. Alors moi, je suis pas un grand bavard à l'époque, hein, donc
Donc ça compense. Mais en tout cas, voilà, j'intègre l'équipe de Fred. Alors je crois que c'était en 2009, si je dis pas de bêtises. 2009, effectivement. Donc je fais mon master 1, ma première année de master en stage chez Ikea. Et puis cette deuxième année de master, et ben toi-même et puis Emmanuel Bija à l'époque me propose de faire mon alternance, euh, une alternance en master 2, toujours chez Ikea, en vue d'intégrer le magasin de Reims qui allait ouvrir. Donc voilà, mois d'avril 2010, je pars à Reims. Je quitte mon nord natal avec un petit pincement au cœur quand même. Mais voilà, je me dis que peut-être un jour je reviendrai dans le nord. Ce qui n'est toujours pas le cas, cela dit. Mais, mais ça, qui sait, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et pour la petite histoire, Manu, je vais te couper parce que vu que tu es parti de Ikea Hénin-Beaumont et que tu es parti vers Reims, il y a quand même un truc qui était intéressant et ce qui fait que ça fait le lien aujourd'hui avec le podcast. C'est quand même une fois, alors je ne sais pas si tu te souviens, mais on était au bureau et à un moment, je ne sais plus pourquoi, et tu utilises l'expression « c'est un baudet de maçon ». Et alors moi, quand tu me parles, je me souviens vraiment de cette expression et au moment où tu l'as dit, je dis mais qu'est-ce que c'est? Il dit bah tu connais pas l'expression baudet de maçon? Il dit moi mon père c'est comme ça qui m'appelle parce que justement je porte les outils et tout. Quand j'étais jeune je portais les outils. Je sais pas si tu te souviens de cette petite aventure. Je me souviens parfaitement. Ouais. Et c'est vrai que mon père bricolant énormément et puis il a rénové quelques maisons. Du coup moi j'ai toujours aimé travailler avec lui. Toujours aimé faire des travaux, mais quand tu débutes, effectivement, tu sais pas faire. Donc, tu apportes les outils, tu portes des choses et puis tu fais le baudet de maçon. Voilà, donc c'est vrai que c'est une expression qui est restée. Et grâce à toi, je l'ai maintenant. Donc voilà, je sais. Tu as vite d'avoir appris ça. Et donc voilà, si je reprends ma petite histoire, moi je pars à Reims où je fais l'ouverture du magasin d'IKEA en tant qu'assistant RH. Donc avec Nicolas et Emmanuel à l'époque. On fait une super ouverture tous les trois et puis ensuite je continue mon petit parcours. Je fais un petit séjour par la case chef de service bonne trouvaille. Et puis je reviens à mes premières amours de RH puisque on me propose le poste de chargé RH que je fais pendant 2-3 ans. Et ensuite, il y a un nouveau poste qui s'ouvre qui s'appelle staff planner. Donc, c'est en gros mettre les bonnes ressources au bon moment pour essayer d'être optimal en termes de planification. Donc, je fais ça aussi pendant 2-3 ans. Et puis, un jour, on décide de tout changer avec Lise, de changer de métier, de changer de région, changer de maison, etc. Et donc voilà, on va vous expliquer juste ça après, mais d'abord je vais peut-être te laisser Lise parler un petit peu, parce que d'habitude c'est elle la bavarde, alors je la laisse parler. Eh ben vas-y, le micro est à toi. On reprend un petit peu mon parcours. Donc, je suis allée dans le même lycée que Manu, donc sans le savoir. Mais comme moi, je suis beaucoup plus jeune. À peine 1 an et demi. Donc voilà, j'ai fait le même bac que Manu, donc un économique et social. Et ensuite, alors depuis toute petite, je voulais faire le métier d'institutrice. Donc c'était depuis que j'étais maman, on m'a toujours dit, le premier jour où tu es rentrée de CP, tu as dit, moi je veux être maîtresse d'école. Et donc j'y suis allée, sauf que le système français ne me plaisait pas tellement. Et comme on était près de la frontière belge, et qu'il y avait une petite cousine de mon père qui avait eu ce même parcours que moi, elle a fait ses études en Belgique. Donc je me suis un petit peu renseignée et le concept m'a beaucoup plu. Parce qu'en Belgique, c'était l'école normale, comme elle existait il y a des années en France. Et le principe, c'est que dès qu'on sort du bac, en fait, on apprend le métier. En France, en tout cas, c'est pas du tout comme ça, où on part dans une licence de n'importe quoi et ensuite qui nous mène à un master et c'est un concours, alors en Belgique, pardon, ça ne l'est pas du tout. Donc, je me suis engagée là-dedans. Donc, je suis partie à 18 ans et quelques de la maison où j'ai fait mes études donc à Tournai. J'étais dans un internat, je partais toute la semaine et j'ai passé là-bas 3 années à apprendre un métier que j'aimais, alors que j'aime toujours. Mais après, j'expliquerai pourquoi j'ai arrêté. Donc j'ai été diplômée en 2010 et là, Manu était déjà à Reims. Et ça faisait déjà quelques années qu'on se connaissait puisqu'on s'est rencontrés en 2008. Et donc ça a été avec mon diplôme belge, je ne peux pas enseigner en France. Sauf que Reims, c'est un petit peu loin de la frontière belge. Oui, pour faire la route tous les jours, j'avoue que ça fait un peu loin. Donc,
je me suis dit, bah, je vais reprendre mes études en France. Décidé. Bon, je n'ai pas été décidée très longtemps puisque bah, j'ai été diplômée en juin 2010. J'ai commencé la fac en septembre 2010 et j'ai arrêté en décembre 2010. Donc, il s'est passé 3 mois où je suis allée à la fac en France. D'accord. Ben, c'était tout ce que je ne voulais pas faire, et ben, je l'ai fait pendant 3 mois. Donc, j'ai appris des choses qui étaient complètement inutiles. Enfin, pour moi, parce que j'étais déjà instite. J'avais mon diplôme. Après, l'expérience, on l'acquiert sur des années et des années. Mais en tout cas, ce qu'on m'apprenait à la fac, c'était à des années-lumière pour moi de ce qu'était le métier d'instit. Donc j'ai décidé d'arrêter parce que bah, ça me plaisait pas du tout et que j'avais 2 ans à faire pour être diplômée et que moi, ce que je voulais, c'était être dans une classe avec des enfants. Donc je me suis un petit peu renseignée. Enfin, je le savais déjà, mais je m'étais dit non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et puis au final, ce parcours me plaisait pas du tout, donc c'était même pas la peine. Et donc je me suis renseignée et je pouvais faire des remplacements avec mon diplôme belge en fait, parce que c'est que un bac plus 3, mais moi en tout cas dans l'enseignement privé, ils savaient très bien le parcours qu'on avait en Belgique et qu'on était tout à fait apte à prendre en charge une classe. Donc, j'ai eu mon premier remplacement en janvier 2011 et je ne me suis jamais arrêtée jusqu'en juin 2019. J'ai eu, si j'ai eu une semaine où j'ai pas eu de remplacement, voilà, c'est beau. Mais j'ai toujours eu la chance de rester des années scolaires entières dans des écoles ou en tout cas moitié d'année scolaire dans une classe ou sur plusieurs postes, mais en tout cas, j'ai toujours eu du travail à temps plein, sauf l'année où notre premier fils est né, donc l'année scolaire 2015-2016. Ouais. Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est que en ayant pris le parti de faire des remplacements, au fond, tu as occupé un poste normal et classique comme tout le monde. Il y avait juste le statut qui était différent. Ouais, c'est ça. Tu as quand même changé de classe presque tous les ans. Oui, mais après, c'était. Je me dis que j'aurais peut-être eu la même chose en étant diplômée. Oui, au début, en tout cas, certainement. Ouais. Au début, ça pose pas forcément de problème. Et puis, voilà, on n'avait pas d'enfants et que j'avais que ça à faire, entre guillemets, travailler. Et puis, ça me plaisait, en fait, de découvrir des différents niveaux de classe. Sauf que, au fil du temps, j'ai commencé à me poser des questions. Quelle était la reconnaissance que j'avais derrière? Ouais, ce que tu veux dire, c'est que tu étais toujours reconnue comme remplaçante et pas comme institutrice titulaire. Pas dans les écoles où je suis allée, parce que voilà, j'ai été reconnue à ma juste valeur et je sais que ce que je faisais était vraiment reconnu dans les écoles, mais c'était plus haut. De se dire que non, en fait, vous aurez toujours le statut de remplaçante et voilà, on va vous balader de poste en poste parce que vous n'avez pas de diplôme. C'est comme ça. Donc, la dernière... Allez, je pense que j'ai commencé à me poser des questions peut-être les 2 dernières années où je voyais que j'allais rester dans ce statut-là. Si je ne passais pas de concours, de toute façon, j'allais rester comme ça toute ma vie. Et puis quand on a déjà un premier enfant, on a déjà fait quelques niveaux de classe, ça commence à être c'est énormément de travail pour peu de reconnaissance. Oui, ce que tu veux dire aussi, c'est que peut-être que des instituteurs et des institutrices m'en voudront de dire ça, mais c'est vrai que quand on garde la même classe d'une année sur l'autre, les mêmes élèves, enfin pas les mêmes élèves, mais en tout cas dans le même cadre et autres, on a moins de travail de préparation que là tu devais en avoir, puisque tu devais changer de niveau, de classe, d'endroit, d'habitude et autres à chaque fois. On va dire qu'une bonne instite se remet tous les ans au goût du jour. Enfin, je sais que c'est très difficile, enfin même moi, hein, c'est difficile de reprendre d'une année sur l'autre. On a toujours la même trame, mais on aime avoir un peu de renouveau parce que sinon on s'ennuierait. Enfin moi en tout cas, si j'avais fait pendant 10 ans la même chose, je me serais ennuyée. Je pense qu'il y en a qui font 10 ans la même chose, hein. Je vais être honnête avec toi. Oui, je pense. Il y en a même qui font 30 ans la même chose, hein, oui. c'est sûr. Et non, moi, c'est pas dans ma vision des choses, parce que après, tout évolue. Et même moi, le début de ma carrière, entre guillemets, j'étais pas du tout
à la fin, j'étais pas du tout de ce que j'étais au début. Donc, non, j'ai quand même évolué avec le temps et puis des nouvelles pédagogies et tout ça. Enfin, c'est vraiment enrichissant. Sauf que, ben, au bout d'un moment, on en a marre parce que, ben, moi, j'avais un manque de reconnaissance. J'enchaînais des CDD tous les ans et puis. Et ce qui m'a aussi beaucoup décidé, ce sont les parents. On a une pression aujourd'hui de la part des parents. Alors, pas tous, heureusement. J'espère qu'on n'est pas comme ça avec notre premier fils, mais je pense pas. Mais on a des parents qui sont de plus en plus exigeants et qui remettent continuellement en cause la parole de l'adulte. Donc voilà, au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir dire stop avant de faire des bêtises. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est que les parents estiment que leur enfant, et quels que soient les mots qu'il peut dire, leur enfant dit la vérité, et donc c'est toi qui as tort, c'est ça? Alors pas tous les parents, mais voilà, il y a des parents qui nous manquent de respect. Pour eux, c'est normal. Ouais. Après, on n'a pas forcément la même vision de l'école, mais voilà, moi j'ai eu des enfants qui arrivaient le matin malades. Bon ben, je vous le dépose, hein, il est malade, il a ceci, il a cela. Ah oui, ben, je m'en vais travailler. Ah, ben non, parce que moi je travaille pas là. Donc, enfin, alors plus j'ai fait beaucoup de maternelle, donc plus chez les petits, mais de changer un petit peu de mon fusil d'épaule, décidé de passer mon CAP pâtissier. Bah, déjà, j'ai toujours aimé cuisiner, pâtisser. Et puis, il y a eu un effet de mode, je pense, avec toutes les émissions qu'on voit aujourd'hui, les concours de pâtisserie. Ah bon? J'en ai pas vu. Si? Ça m'a quand même donné un petit peu envie. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Alors après, bon, on se fait toujours des plans sur la comète, je trouve, hein, bah tiens, et si j'avais ma pâtisserie, un petit salon de thé, puis on commence un petit peu à farfouiller sur Internet, et puis on s'aperçoit que, bah, en fait, il faut des diplômes, et des diplômes à plus de 30 ans, mais ça veut dire que je vais devoir retourner sur les bancs de l'école. Bon, allez, de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre, et donc je me suis lancée. Et est-ce qu'au fond, je me permets, ça rejoignait un petit peu la philosophie que tu avais au tout début de tes études? C'est-à-dire que quand tu es parti faire tes études en Belgique, c'est parce que tu voulais des études pratiques où on t'apprenne tout de suite un métier. Et là, de partir sur un métier manuel, c'était aussi dans le même lien, on va dire. Moi, ce qu'il me fallait, en fait, ce qui me dérangeait aussi avec le système français, c'est qu'on n'a pas vraiment de cadre, je trouve, avec les facs. Alors qu'en Belgique, il y a vraiment un cadre où on est dans une classe, on a un prof référent, limite il fait l'appel, hein, il va appeler notre papa et notre maman si on n'est pas à l'école. Ça, à la fac, ça n'existe pas. Enfin, j'avais besoin d'un cadre en fait. Bon, non pas que j'étais pas mauvais élève, loin de là, mais il faut quelquefois, je pense, cadrer les choses. Enfin, moi, je pense que dans ma vie, je suis très carrée et donc j'avais besoin de ça, un peu de rigueur et un peu beaucoup même, parce que je pense que en Belgique, on a quand même enfin, en tout cas, à l'école normale, on doit énormément avoir de rigueur et je pense que ça va avec le métier d'instit quand même. Tout l'inverse de moi. On s'équilibre comme ça. On est complémentaires. C'est une très bonne chose. Et donc ce cadre, tu le retrouves en faisant ton CAP pâtissier, tu retrouves ce cadre-là? Ben non, en fait, je le retrouve pas parce que je décide de le passer en candidat libre. Ah, ok. Alors explique-nous comment on fait. En plus d'être instit. Alors en fait, d'accord. Je ne voulais pas en fait arrêter mon métier d'instit parce que bah, derrière il y a quand même un salaire qui tombe chaque mois et retourner à l'école, je sais pas si j'étais prête à ça en fait. À plus de 30 ans, non, j'avais même pas 30 ans. Non, c'était l'année de mes 30 ans. C'était l'année de mes 30 ans. Ben je me suis dit mais si je vais pas jusqu'au bout, enfin je pense que j'avais quand même besoin de rester dans la vie active. Peut-être que j'avais besoin de me prouver quelque chose, que j'étais capable de faire quelque chose sans cadre, justement. En mars 2018, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur ce qui existait sur les
les CAP à distance. Mhm. Donc, de mémoire, il y a 3 écoles qui existent un peu sur la toile et j'en ai choisi une qui s'appelle l'EISF. Donc, c'est l'École internationale des savoir-faire français. Mhm. Et en fait, c'est une plateforme sur Internet qui nous... Alors, on a un accès pendant 18 mois de mémoire, ouais, à peu près, où on a accès à toutes les recettes de base qu'on nous demandait au CAP parce que le CAP a changé. Il a existé pour les premières années qui avaient commencé et qui partaient en deuxième année. Mais là, définitivement, la formule que moi j'ai connue n'existe plus. Et donc, Qu'est-ce qui a changé dans ce CAP justement par rapport au tien? Il y a plus d'exigences maintenant dans l'examen? alors, il me semble qu'il y a plus de pratique. D'accord. Parce que moi, quand j'ai passé le CAP, on a, alors je sais plus si c'est 7 ou 8 heures d'épreuve Mhm. en labo, en une seule fois. Et là, je pense que c'est en 2 fois. Et il y Ok. a en même temps de la théorie. Enfin, je me suis pas, j'avoue que je me suis pas intéressée à Non. comment se déroulait le nouveau CAP, mais en tout cas, moi, quand je l'ai passé, Mhm. on avait des recettes de base donc à maîtriser. Donc que moi j'ai eu donc sur ma plateforme et la théorie. Mhm. Donc en fait tout ce qui est gestion des stocks, la sécurité, l'hygiène alimentaire. Donc j'ai passé 2 épreuves écrites là-dessus et une épreuve pratique. Et comment on fait Et justement pour la pratique? Parce que ça peut intéresser les auditeurs et les auditrices qui se disent, tiens, j'ai carrément envie de changer de vie. Comment ça se passe pour jongler entre un métier au quotidien et s'entraîner à la pratique alors qu'on n'est pas dans un environnement spécialisé pour ça, on est chez soi, et puis trouver le temps aussi. Moi, je peux en parler parce que j'ai pris 5 kilos, je pense. À tester ses gâteaux. Non, elle faisait ses gâteaux et puis elle prenait des photos de ses gâteaux, il fallait les couper et puis moi, je faisais un petit peu jury, hein, en quelque sorte, on va dire, avec mon expertise culinaire. T'étais le non, Cyril Lignac local. c'est C'est ça. ça, mais sans l'accent. Non, en fait, on est donc sur la plateforme. J'avais un chef pâtissier qui me suivait. Donc Mhm. j'avais toujours le même référent. Donc il s'appelait Philippe. C'était le chef Philippe. Et on avait donc pendant une recette de base, je vais parler de la tarte au chocolat par exemple. Donc on avait une vidéo dans laquelle il nous expliquait étape par étape ce qu'il fallait faire. Et pendant la vidéo, il nous disait à tel moment, ben voilà, vous prenez en photo telle étape. Ainsi de suite, jusqu'à la réalisation, jusqu'à la fin de cette fameuse tarte au chocolat. Et pendant la dégustation, voilà, il fallait couper une tranche, voir comment c'était. On lui envoyait toutes les photos et ensuite il nous faisait son commentaire. Alors ça, après, moi aussi, la première fois, je me suis dit, mais comment il va savoir que c'est bon? Je peux mettre n'importe quoi dans ma tarte. Si elle a une tête de tarte au chocolat, ben voilà, il va la valider. Non, en fait, avec l'expérience, et même maintenant, moi, je le vois dans les émissions de pâtisserie à la télé, quand on voit un gâteau qui est pas réussi, on le voit directement. Je trouve que Ok. la texture de la crème, enfin, on le voit. Donc, je comprends maintenant comment ils pouvaient tester, comment ils pouvaient dire que mon gâteau était réussi ou pas. Et donc, il faisait à chaque fois des commentaires très, très précis où je pouvais l'avoir au téléphone. Enfin, c'était vraiment un super suivi. Ça, pour le coup, je recommande vraiment cette plateforme. Alors, on peut dire, oh, c'est sur Internet, c'est ceci. Non, il y a vraiment, enfin, moi, en tout cas, il y avait vraiment un réel suivi. Et donc, j'ai réalisé, je sais pas combien de recettes, mais des dizaines et des dizaines. Après, ce qu'il faut, c'est maîtriser des techniques de base avec des recettes de base. Et puis après, la pâtisserie, c'est un assemblage de plusieurs recettes. Donc, j'ai appris maintenant avec l'expérience qu'avec des petits bouts d'un gâteau et qu'on assemble avec un autre, et ben, on réussit à faire un nouveau gâteau.
Et souvent on dit, alors c'est quand on rate qu'on dit ça, mais on dit qu'il faut du matériel pour bien faire des gâteaux comme des professionnels, etc. Et donc là, tu cuisinais avec ton four et avec le matériel de la maison. Comment ça s'est organisé tout ça? Mais en fait, alors je suis quand même un peu équipée, hein. Il Mhm. faut un bon robot pâtissier, Ouais. tout ce qui est des cercles à entremets, des cercles à tarte. Après, je sais avec l'école où j'étais, j'ai pu avoir des prix sur une mallette de pâtissier Ouais. que j'allais devoir avoir le jour du CAP. Donc voilà, j'ai investi là-dedans. C'était pas démentiel comme prix, hein, de mémoire, c'était à peu près 150 euros. Donc il y a des bons couteaux de pâtissier. Enfin, voilà, ce qu'il faut pour. Il y a quand même un petit bagage à avoir, mais c'est pas. Voilà, après, c'est des ingrédients. Pour certaines recettes, c'est des ingrédients un peu plus spécifiques. Mais voilà, du sucre, de la farine, des œufs, du beurre, on arrive à faire quelque chose, hein. Bien sûr. Et moi, ma question la plus marquante, c'est que là, tu jongles entre ton métier d'instit, tu jongles avec un enfant et je ne sais pas si en même temps, il n'y a pas le deuxième ou alors le deuxième, il est en bas âge, plus je pense que vous étiez déjà parti dans la suite de votre aventure travaux, si je ne me trompe pas. Enfin, dis-moi un petit peu, enfin, situe auprès des auditrices et des auditeurs tout ce que tu avais en même temps en route. Alors en fait, donc ça a été la dernière année justement où j'ai été instite. Donc c'est l'année scolaire 2018-2019. Mhm. Enfin, j'ai commencé un petit peu avant l'année scolaire 2018-2019 où bah, il fallait maîtriser quand même un certain nombre de recettes. Bien sûr. La théorie, je l'ai laissée un petit peu de côté parce que je suis mauvaise élève et je n'avais pas quelqu'un derrière moi qui me disait Lise, il faut que tu apprennes. Oui, oui, oui. Donc ça, je l'ai fait, j'avoue, les 2 derniers mois à peu près avant de passer mon CAP, hein. Et donc c'est donc cette année scolaire 2018-2019. Donc Martin est rentré en petite section. Notre Euh, premier enfant pour les auditeurs et auditrices. oui, notre Bien premier Manu, enfant. il y en a un qui suit derrière. Donc Martin rentre en petite section. Il était dans mon école. Donc déjà, ça facilitait. Il n'y avait pas de dépose à faire à l'école, ensuite courir dans une autre école. Voilà, on partait tous les deux le matin et on revenait tous les deux le soir. Nous avons vendu notre maison fin novembre 2018 et nous n'avions pas de nouvelle maison. Donc on a dû reprendre une location bah, dans la Marne jusqu'à l'achat de notre troisième maison Ici, en en Charente-Maritime. Charente-Maritime ouais, en février 2019. Euh, Pendant ce temps-là, moi, je suis parti, puisque j'ai quitté IKEA le 31 mars 2019 et le 1er avril 2019, donc le lendemain, j'ai quitté la maison pour venir faire les travaux ici, puisque la maison qu'on a achetée n'était pas habitable, surtout pas avec un enfant en bas âge. Donc, je suis venu habiter ici tout seul, sans eau et sans électricité, Oh mon euh, Dieu. pendant quelques mois. Donc Où j'ai fait les travaux. tu vivais en camping alors en fait. Ouais, je Ouais. dormais sur un matelas par terre avec une. non, t'avais loué des chambres d'hôtes. Ouais, à un moment, j'en ai eu marre. J'ai loué. Ah, attends, il voulait faire une super histoire. Moi, c'était hyper vendeur et tout. Et après, bah, voilà. En fait, Bah, tu on a eu la révélation. après, t'en as marre, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais en même temps, voilà. Là, ce que vous expliquez pas aussi, si je me trompe pas, c'est que dans la maison de Reims, vous aviez aussi un peu tout refait aussi, non? Oui, Exactement. ouais, notre Ouais. deuxième maison. On a eu une première maison en 2011. Il n'y avait pas énormément c'était voilà, la grosse déco, on va dire, à faire, Mhm. qu'on a rendue 3 ans après. On l'a rendue en 2014. On s'est mariés en 2014. Et on a acheté notre deuxième maison. Les ventes se sont chevauchées d'une quinzaine de jours. Donc, on a acheté une grange où il y Ouais. avait absolument rien. Voilà, Et c'était puis, ça que je voulais entendre parce que les gens, bon, ils revendent une maison, bon voilà, ça devient presque du classique, mais le fait de passer à chaque fois sur une maison où il n'y a rien et où vous retapez tout, moi je trouve ça extraordinaire. Mais voilà. En plus, il y avait strictement rien. Enfin, donc on s'est mariés donc l'année où on a acheté cette fameuse maison. Et je me souviens d'une anecdote où 3 jours avant de se marier, on avait encore les mains
les carreaux de ciment, les cloisons. On était en train de faire les cloisons de la maison et j'avais mes mains dans les carreaux de ciment 3 jours avant de me marier. Enfin, on m'a dit, mais on était dingues. Bah, c'est blanc, donc c'est bien pour ça va avec la robe. Pardon. Oui. Et puis, alors, ce qui nous a fait pour l'anecdote, ce qui nous a fait tout drôle, c'est quand même, on a quand même voulu partir en voyage de noces. Forcément, après s'être marié, égale voyage de noces. Donc, on est parti fin juillet 2014. Il n'y avait pas encore d'électricité dans la maison. Non, il n'y avait pas d'électricité. Et on n'avait même pas de cuisine. Et donc, on est parti dans un très bel hôtel, quand même, à peu près 4 étoiles, où on nous faisait notre lit. À l'île Maurice. À l'île Maurice, oui. Ah, on nous faisait notre lit. On nous servait à table. Et quand on est revenu dans notre maison, on a dit, mais c'est pas possible. On a dit notre lit, personne nous fait. C'était le mois d'août où on est revenu de voyage de noces, c'était hyper difficile. On a eu un creux en août et septembre 2014. Pour la petite histoire, on prenait l'électricité chez un voisin qui nous l'offrait gracieusement. Et on prenait l'eau chez un autre voisin qui nous avait mis à disposition un tuyau d'arrosage avec lequel on se lavait. Wow. Donc à l'eau froide, évidemment. Mais bon, il faisait beau, hein, donc l'eau devait être à 13-14 degrés. Ah oui, bon, bah voilà, franchement, je veux dire. Et puis, 13-14. avec une bouilloire, et ben, on se lavait les cheveux. Donc, Voilà. c'était un peu rock'n'roll. Mais à l'époque, on n'avait pas d'enfants. Donc, et je vous expliquerai après en quoi ça change la donne quand même un peu. Ouais, De alors pas avoir d'enfants. justement, on fait une petite parenthèse sur la partie CAP et tout ça. Qu'est-ce qui vous décide, en ayant déjà cette idée un peu on va dire, de changement de carrière pour Lise, qu'est-ce qui vous décide à carrément, et en plus de changer de carrière pour toi Manu parce que tu quittes Ikea, et en plus de dire, allez, on va aller se taper un gîte à refaire de A à Z en Charente, donc de l'autre côté de la France. Alors, en fait, je pense que tout commence à mes 30 ans. Le jour de mes 30 ans, Lise me fait une surprise et on dépose si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas très vieux, hein, mais 30 ans, ça fait quand même quelques années. On dépose notre fils chez les grands-parents dans le Nord et Lise m'emmène à Londres pour quelques jours et on va dans une espèce de chambre d'hôte, hein, un Airbnb pour pas le citer. Mhm. Et on salue d'ailleurs Booking également et Abritel. Ouais, t'es pas sur la radio, t'es pas obligé de citer deux autres concurrents. Maintenant, on travaille avec eux, donc j'aime bien les... Ah d'accord, ah oui, bon ok, on les cite vraiment alors Booking et Britel. non, donc du coup, on va dans une chambre d'hôte dans Londres, et cette chambre d'hôte est vraiment banale. Vraiment banale, ça veut dire que nous aussi, on peut faire. On a une grande maison, puisque la maison, elle faisait quand même 300 mètres carrés au sol, hein. Donc il y avait un étage en plus, mais ça, on l'a pas utilisé. Donc on s'est dit qu'on avait l'espace et que ça pourrait être sympa de faire une petite chambre d'hôte. Donc quand on était à Reims, on a fait une première chambre d'hôte. Et puis voyant que ça marchait bien, qu'on aimait bien discuter avec les gens, et ben on s'est dit pourquoi pas aller plus loin et puis essayer de faire plus grand. Mais sauf qu'on s'est dit aussi que la région de Reims et là où on habitait particulièrement, parce qu'on était quand même à 30 minutes de Reims, donc plus du côté de l'Aisne, c'était pas super vendeur en termes de tourisme. C'est pour ça qu'on s'est orienté plus vers le sud, puisque là nous sommes partis en Charente-Maritime. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que les parents de Lise avaient acheté une résidence secondaire par ici, en vue de leurs vieux jours. Et donc on s'est dit que d'une pour nous et puis aussi pour Martin, ce serait bien de se rapprocher de ses grands-parents. Et du coup, voilà, on s'est dit pourquoi pas partir vers la Charente-Maritime. Donc on est parti quelques jours pour visiter les lieux. D'abord on était parti en vacances sur l'île de Ré et puis on a vraiment kiffé. Et donc on est venu prospecter pour acheter une maison ici avec pour objectif d'avoir du bâtiment pour pouvoir faire du gîte et puis se laisser la possibilité de faire quelque chose d'assez grand. Et donc on a visité quelques maisons quand même. Et puis on est tombé sur celle-ci qui n'a pas du tout plu à Lise sur la première visite, puisque il faut imaginer que vous rentrez dans une maison complètement moisie. Ça fait pas rêver forcément, avec des murs pleins de salpêtre, un carrelage vieillot,
de la suie puisque monsieur faisait sa cheminée sans ouvrir les fenêtres et qui n'était pas très bien réglée visiblement, donc le plafond était tout noir. Donc bref, pas mal de choses, mais moi ce que j'ai toujours vu dans les maisons, c'est le potentiel qu'ont ces maisons. Et c'est pour ça que je disais que le fait d'avoir voyagé dans les maisons avec mes parents, ça m'a pas mal aidé aussi, puisqu'on a la capacité de pouvoir se dire, bah ça peut être bien, ça c'est du détail. Imagine quand le plafond sera nettoyé, déjà, ça va être bien mieux. Et voilà. Alors, je dis pas que c'est facile de se projeter, mais en tout cas, Lise qui n'a jamais déménagé, elle s'est plutôt bien adaptée quand même. Parce que, faut dire que j'ai un peu la bougeotte, parce que là, moi, je pense que ça doit être ma 11e ou 12e maison. J'ai 34 ans, donc j'ai un petit peu la bougeotte aussi, moi. Mais là, on peut le dire. Un petit peu, oui. On va rester un petit peu. Oui. Et donc, en face de notre maison, on a une dépendance qui doit faire 150 mètres carrés à peu près. Et donc, on s'est dit que là, on avait le potentiel de faire des chambres d'hôtes ou un gîte. On savait pas trop à l'époque quoi faire, mais on savait qu'on allait l'exploiter. Donc, voilà, nous voilà partis dans cette aventure. Et donc, tous ces travaux, tu les fais tout seul? Donc, ces travaux, je les fais tout seul. D'abord, je rénove la maison, puisqu'il faut quand même vivre dans un endroit décent. Donc, je rénove la maison pendant 9 mois. Donc, j'ai quitté Ikea et je ne fais que ça. Pendant 9 mois, je ne fais que mes travaux. Non, moins que ça. 6 mois, pardon. 6 mois. Puisque, entre-temps, je me dis que, en tant que RH, je me dis que si je ne suis pas, si je suis sans emploi trop longtemps, ça risque de faire un petit peu peur aux recruteurs, puisque moi-même, pendant quelques années, je me dis, bon, Manu, va peut-être falloir réétoffer un petit peu ton CV. Oui, remessage aux recruteurs, parce que j'en fais souvent dans ce podcast des messages aux recruteurs. Quelqu'un qui retape sa maison, c'est rempli de soft skills. Vous voyez, c'est pas parce qu'il fait pas rien. En fait, il est en train d'être chef de projet, surtout s'il est tout seul dans sa maison. Je peux vous dire que voilà, il y a des compétences à aller chercher. Ça, je l'ai appris avec mes vieilles années, on va dire. Voilà, le trou dans le CV, faut essayer d'aller l'interpréter. Merci. Mais bon, je me dis quand même qu'une petite expérience, ce serait pas mal quand même. Donc, je repostule à une boîte ici sur New York qui me prend, qui s'appelle Litch International Europe, qui est une industrie de composants électroniques pour l'aviation. Alors, à des années-lumière d'IKEA. Mais voilà, avec un beau challenge, puisque l'usine a cramé, ils ont besoin d'un RH pour gérer le chômage partiel, pour gérer le recrutement d'intérim et puis pour faire du terrain auprès des salariés. Donc je me dis que ça peut être une belle expérience. D'abord en intérim, donc je fais ça pendant 3-4 mois peut-être. À la suite de ça, on me propose de prolonger. Mais je sens bien que ça me plaît pas plus que ça. Puisque le but ultime, c'était de faire ce gîte, forcément. Bien sûr. Et arrive le fameux Covid. Et le Covid, qui dit Covid, dit télétravail. Et pour moi, faire RH en télétravail, c'est très compliqué, puisque ça s'apparentait plus à l'assistant social qu'au RH, puisque mon rôle était simplement d'appeler les gens et demander comment ça va. Alors, ça fait partie du job, mais c'était un peu limitant. Donc, d'un commun accord avec mon DRH, on décide d'arrêter. Ça les a arrangés puisque, en termes de finances, c'était pas l'éclate puisqu'il venait d'avoir un incendie aussi. Donc voilà, on se sépare en bons termes. Et puis, je me dis que je me remets entièrement à mes travaux. Et donc ça, c'était en mai 2020 où j'ai d'abord fini un petit peu la maison ici parce que c'était jamais fini. Ça l'est toujours pas. Ça l'est toujours pas. Bon, ouais, il y a l'exigence derrière. Moi, j'ai vu des photos, c'est vraiment très bien fini. Franchement, par rapport à chez moi, c'est très bien fini. Bravo. C'est parce que t'en as pas montré les pires photos. Ouais, mais même, c'est fini. Franchement, je dis bravo. Ouais, bref. Et donc ensuite, tu t'attaques au gîte. Et donc, je m'attaque au gîte vraiment en août ou septembre 2020. Donc là, pareil, je rase tout, puisqu'il y avait un vieux plancher rempli de foin, d'ailleurs, ça m'a valu quelques éternuements, rempli de poussière, donc il a fallu démonter. D'araignées, ouais, ça c'est pas grave, je fais mon bonhomme là. Il a fallu tout enlever, donc il y a beau papa qui vient m'aider de temps en temps quand même si 90% des travaux je les fais tout seul, il y a quand même beau papa qui vient m'aider de temps en temps. Et là, il faut faire des plans quand même.
Donc là, avec Lise, ben, on planche sur plein de plans différents. Effectivement, on fait pas rien quand on rénove une maison puisqu'il faut beaucoup réfléchir. Mhm. Et ça m'a valu quelques nuits blanches, soit à réfléchir, soit à faire les travaux même, hein, puisque l'avantage de travailler en face de la maison, c'est que quand tu n'arrives pas à dormir, bah, tu peux y travailler. Ce mec est fou. Mais Lise aussi, hein, c'est pareil, parce que des fois en pâtisserie, elle va travailler à 4 heures ou 5 heures du matin. Mais j'ai oublié de préciser à ce moment-là qu'on a eu un deuxième enfant aussi. Bah, oui, c'est ce que j'allais dire. Et il y a un moment, il va falloir que, enfin, il vient pas comme ça, pouf, voilà quoi. Enfin, il y a un moment, Alors, il est tombé de la cigogne le 23 octobre, donc quelques mois après que j'ai commencé les travaux du gîte. 23 octobre 2020, on est d'accord? 2020, Oui, tout à fait. tu étais en train de faire le plafond. Ouais. J'étais en train de faire le plafond, donc j'avais rasé tout ce qu'il y avait à raser. J'ai fait quoi? J'ai refait la dalle, une dalle de 100 mètres carrés du coup. Puis, comme j'aime bien les choses faciles, j'ai un plafond qui monte à 5 mètres en rampant, donc que j'ai voulu laisser apparent comme ça. Bah oui. Donc, il faut aller plaquer à 5 mètres. Bah oui, tiens. Donc, c'est super sympa. Comme ça, c'est plus facile. Et puis tout seul, donc, hein, forcément. ouais, alors j'ai des potes dans le village qui viennent m'aider quand même, Ouais. de temps en temps. Mais bon, ça reste quand même assez fatigant, faut le dire. Mais voilà, ça me plaît, j'allais dire ça me plaisait bien, mais ça me plaît toujours parce que les travaux sont pas encore finis. Malgré tout, en un an, j'ai réussi à faire une bonne partie du gîte, puisque on a fait un séjour de 35 mètres carrés, on a fait donc avec une cuisine et puis un petit coin à repas. On a fait une chambre de 30 mètres carrés, on a fait une salle de bain de une dizaine de mètres carrés. Et tout ça, encore pour faciliter les choses, on a laissé les pierres apparentes, donc il a fallu nettoyer les murs, etc. Donc ça, c'est un petit peu long aussi. Et donc, on a réussi à ouvrir quand même ce gîte en août 2000. Oh, je suis perdu. 21. 21. Août 2021. Ouais. Donc là, il n'y a pas très longtemps. Puisqu'on avait un ultimatum, j'avais un copain qui m'a dit je trouve rien dans la région, est-ce que tu peux me louer ton gîte? Donc je dis il est pas fini. Il m'a dit mais c'est pas grave. Donc j'ai quand même mis un gros coup d'accélérateur pour pouvoir lui offrir quelque chose de décent. Et donc le 6 août au soir, j'avais fini pour louer le 7 août. C'était encore humide, mais c'est pas grave. C'est ça. Non. Et puis, oui, entre-temps, on a fait une piscine aussi parce qu'on s'est dit que quitte à être dans la région où il y a un petit peu plus de soleil que dans le nord malgré tout, autant avoir une piscine. Donc, on a creusé une piscine et comme ça, pour le gîte et pour nous, c'est plutôt sympa. Et donc, voilà, on a commencé à accueillir nos premiers clients là au mois d'août, août qui a été entièrement rempli déjà. Septembre qui était très bien. Octobre et novembre, là, c'est des saisons un peu plus creuse comme partout, mais on a quand même des clients. Là d'ailleurs, on a en ce moment même des clients dans le gîte. Et donc en parallèle, là, je continue les travaux pour ouvrir les 2 autres chambres pour pouvoir porter à 10 places le gîte. Et donc je prévois de finir ces travaux pour, on va dire, fin janvier 2022 si tout va bien. Ok. Et ma question, elle est parce que depuis Reims, c'est pas neutre d'accueillir des gens chez soi, il y a toute une organisation, même si ça devient une activité entre guillemets, comment vous vous organisez au quotidien? Parce que si Lise, tu te lèves tôt le matin pour pour pâtisser, etc., comment on s'occupe des gens? C'est juste ils se débrouillent et vous faites juste le ménage, etc., ou vous avez un petit peu ce côté j'accueille, on leur fait découvrir un peu on leur fait à manger ou autre, je sais pas comment vous vous organisez. Là, la saison fait que, en fait, on n'est pas dans le jardin. Alors, autant cet été, on est dans le jardin et la discussion est plus facile. Et voilà, au détour d'un apéro, tenez, venez, joignez-nous à vous. Enfin, voilà, ça, cet été, même au mois de septembre, on a pu le faire. Mais là, avec l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on essaie quand même d'être là. Mais là, c'est vrai que, oui, à certains moments, on voit les gens pendant même pas 24 heures, quoi. Bien sûr. Les gens sont arrivés à 19h30 et demain matin, à 10h, 11h, ils seront partis. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais, Nous, on veut toujours accueillir les gens. On ne veut pas qu'ils trouvent une boîte à clés et puis qu'ils se débrouillent. L'idée, c'est aussi qu'on fasse connaissance alors, de manière plus ou moins poussée. Oui.
en fonction de la situation, en fonction des gens, est-ce qu'ils ont envie de parler, en fonction du feeling aussi, parce qu'il y a des gens avec qui, voilà, il se passe pas grand-chose, et puis il y a des gens, voilà, avec qui on va aller boire l'apéro parce que direct on sent que ça va matcher. Et voilà, mais on s'engage toujours à bien les accueillir, ne serait-ce que pour expliquer comment fonctionne le gîte, où est-ce qu'il y a le frigo, etc. Des choses pratico-pratiques. Et puis après, s'ils ont besoin d'avoir des infos complémentaires sur les sorties qu'il y a à faire, ça dépend pour quelles raisons ils sont là. Si c'est juste pour une fête, ils vont pas nous poser des questions. Après, s'ils sont là en vacances, c'est différent. Ils vont nous solliciter pour savoir ce qu'il y a à faire dans le coin. Ok, alors on a beaucoup parlé et l'idée c'est de aussi aller au bout de l'histoire. Lise, maintenant que tu as eu ton CAP, explique-nous ce que tu fais. Est-ce que c'est devenu une activité à temps complet? Est-ce que le gîte vient combler un petit peu le fait que ce soit pas une activité à temps complet? Ou justement, est-ce que tu es débordé, tu as plein de demandes? Moi, quand je vois les photos, je me dis que forcément, il doit y avoir des acheteurs, mais voilà, l'activité fait que... comment ça fonctionne? Dis-nous. Alors, comment ça fonctionne? Mais en fait, donc, après avoir été diplômée donc en juin 2019, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce diplôme. À l'heure actuelle, enfin, il y a encore plus à l'heure actuelle, c'est difficile, je trouve, d'avoir un commerce. En déménageant en Charente-Maritime, on voulait changer de vie. Donc, changer de vie, ça veut dire être... pour moi, à mon sens, être plus présent pour les enfants. Enfin, il n'y avait que Martin, donc être plus présent pour notre fils. Manu venait de quitter Ikea et les travaille les samedis et parfois le dimanche. Donc, c'était pas pour que je refasse exactement la même chose moi. Donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux vivre de ma passion? Tout en restant à la maison, enfin, tout en étant présente pour Martin, tout en étant aussi présente pour le futur gîte, parce que ça représente quand même du travail, hein. On va pas se cacher entre le ménage, faire les lessives, et en plus je trouve que, enfin, quand on arrive sur un lieu de vacances et qu'on arrive dans une maison qui est propre, je trouve que c'est appréciable. Donc voilà, je mets un point d'honneur à ce que ce soit encore plus carré qu'à la maison d'ailleurs. C'est bien ça le problème, c'est que le gîte est plus propre que la maison, surtout avec deux enfants. Non, mais ça voilà, donc il fallait que je trouve le bon compromis en fait, l'équilibre qui allait faire que j'allais être à la maison, j'allais pouvoir m'occuper de Martin, j'allais pouvoir vivre de ma pâtisserie et j'allais pouvoir m'occuper du gîte. Et donc je me suis un petit peu renseignée sur ce qui était possible de faire et avec l'aide de la Chambre des métiers alors je me suis d'abord rapprochée de Saint-Jean-d'Angély puis après de La Rochelle. Il est possible d'ouvrir une pâtisserie à son domicile tout en respectant des règles d'hygiène, hein. J'ai dû passer la formation HACCP. Bien sûr. Il faut que j'ai pour ma pâtisserie un frigo indépendant du frigo ménager. C'est difficile de respecter les marches en avant, marches en arrière. Enfin voilà, c'est dans une maison. Voilà, on vit quand même dans une maison, hein. J'ai pas de laboratoire, mais j'ai un endroit. Alors on va dire qu'on a rénové. On rénove petit à petit les différentes pièces de la maison, mais la dernière en date, ça a été le bureau dans lequel je stocke. J'ai mon frigo, j'ai tous mes ustensiles, mes ingrédients, et voilà, tout est centralisé au même endroit. Avant, j'avais une armoire dans la cuisine, j'avais un petit peu dans la buanderie. Enfin voilà, c'était là j'ai réussi à centraliser tous mes ustensiles parce que il commence à en avoir un tout petit peu parce que j'ai commencé à avoir quand même certaines clientèles. Donc j'ouvre ma pâtisserie en novembre 2019. Donc quand on ouvre, voilà, on a ce qu'il faut. Et puis on attend les clients, donc on lance un petit peu de publicité sur Facebook, hein. Bien sûr. J'ai démarré avec ça et je pense que je continuerai avec ça et je terminerai avec ça. Enfin, c'est l'ampleur que ça a pris, je vais pas dire que ça a vite pris, mais en tout cas j'ai quand même eu pas mal de commandes. Alors moi ce qui m'avait été conseillé en fait par la Chambre des métiers, c'était d'ouvrir avant les fêtes de fin d'année. Oui. Alors moi j'étais pas spécialement pressée parce que voilà, j'avais envie de me poser les bonnes questions, de me dire vers quoi je vais m'orienter, enfin prendre mon temps en fait. Et là on m'a dit à la Chambre des métiers non, il faut ouvrir tout de suite.
Mais j'ai décidé ça en un mois de temps. Enfin, ça s'est décidé très rapidement et il fallait que je passe en fait les fêtes de fin d'année absolument. Bah là, on se pose 1000 questions. On s'est dit mais je vais jamais y arriver en fait parce que d'accord, je sais, j'ai un diplôme, mais encore une fois, j'ai pas d'expérience. Gérer le rythme, etc., savoir les volumes et autres, c'est autre chose. Ouais, c'est très très compliqué. Donc j'ai voulu un petit peu avant d'ouvrir ma pâtisserie, je me suis dit peut-être que ce serait bien que je travaille dans une boulangerie. Donc j'ai un petit peu farfouillé sur internet et j'ai pas loin de la maison y recherché un pâtissier dans une boulangerie pâtisserie. Donc j'y suis allée et là j'ai déchanté, mais vraiment. J'ai été déçue parce qu'on m'avait fait faire en fait, parce que c'était une boulangerie-pâtisserie, voilà, lambda. Plutôt boulangerie même que pâtisserie, ce qui est des fois le cas, hein. Il y a des boulangers qui sont plus pâtissiers. Un bon boulanger n'est pas un pâtissier et un pâtissier n'est pas un boulanger. Hein. Mmh. Et donc là, en fait, on m'a demandé d'assembler des préparations toutes faites. La crème d'amande, mais moi j'adore le travail de la pâte. Et là, la pâte feuilletée, on me l'a sortie congelée du congélateur. Et puis on m'a dit, voilà, on va mettre de la crème pâtissière, il faut ouvrir la boîte, hop, crème pâtissière dessus. Et puis on va mettre des fruits, hop, on ouvre la boîte, on coupe les fruits et puis on les met dessus. Et là, je dis non mais c'est pas ça moi que je veux faire en fait. C'est pas ma vision de la pâtisserie. Quand on voit ce qu'on peut faire dans les émissions de télé, les grands chefs pâtissiers ce qu'ils font, on est à milieu de... Ah non, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas ce que je veux. Et puis ça tombait plutôt bien puisque je ne correspondais pas. C'était très bien que je ne corresponde pas au poste. Et je me suis dit, là c'est là où je me suis vraiment dit, mais en fait je sais ce que je ne veux pas, je ne veux surtout pas faire. C'est de l'assemblage de préparations toutes faites. Sinon, voilà, c'est les pâtisseries qu'on trouve dans les grandes surfaces, on va pas se le cacher. Hein. Moi, en tout cas, maintenant, j'ai le nez pour ça et je sais très bien ce qui est fait maison et ce qui n'est pas fait maison. Donc voilà. Donc en ouvrant ma pâtisserie, je me suis dit, je veux vraiment mettre un point d'honneur je vais tout faire moi-même. Quitte à ce que ce soit forcément un peu plus élevé que en grande surface, enfin le coût de la pâtisserie soit plus élevé qu'en grande surface, quitte à ce que j'ai moins de commandes parce que ça me demande plus de travail et que j'ai forcément moins de débit. Donc voilà, je voulais vraiment, en tout cas, faire tout moi-même et être vraiment à l'écoute de mes clients. Et aujourd'hui, le cœur de ton métier, c'est de ce que je vois passer sur Facebook, c'est justement des gâteaux vraiment pratiquement sur mesure la plupart du temps, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà, je demande et c'est vrai que quelquefois j'ai des demandes. Est-ce qu'on peut plutôt mettre telle crème dans telle pâtisserie? Oui, il y a pas de souci. Bon après, voilà, je suis là aussi pour conseiller les gens et voilà, si on me demande de faire une pièce montée avec des choux chantilly, ça va pas passer parce que là, voilà, la crème est pas suffisamment consistante pour pouvoir pour que la pièce montée puisse tenir. Mais voilà, c'est vraiment c'est le gâteau 100% personnalisé et sur mesure et qui correspond à ce que j'ai vraiment envie de faire. Et aujourd'hui, ces gâteaux et ce choix que tu as fait, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'ils te permettent d'en vivre? Est-ce que c'est ton activité principale ou il y a encore besoin de te développer? Est-ce qu'il y a envie justement est-ce que tu as envie de développement futur? Alors, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie? Clairement non. Je ne peux pas en vivre, mais je suis accompagnée par le Pôle emploi parce que j'ai créé une entreprise et en gros, je gagne tous les mois la moitié d'un SMIC. En travaillant énormément, on va pas se le cacher. C'est vraiment un mois qui est vraiment très très rempli. Après, je suis aussi limitée en termes de quantité parce que quand j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 commandes sur un week-end et c'est généralement pas un seul gâteau, ça commence à être difficile à stocker. Moi, j'ai des problèmes maintenant de stockage parce que j'ai qu'un frigo, donc je peux stocker mais jusqu'à un certain point et après j'ai clairement un manque de temps en étant à la maison avec 2 enfants, un gîte à côté. Je refuse. J'ai des week-ends où je dois refuser des commandes parce que soit on est trop proche de la date butoir. Là, clairement, il y a encore certaines personnes qui pensent que ce soir tu me demandes demain tu me demandes pour demain matin un royal. Clairement, je peux pas le faire. Pour demain, c'est pas possible. Ok.
Parce que je vais devoir préparer un biscuit et je vais devoir préparer un croustillant praliné et je vais devoir préparer une mousse au chocolat et que ça va devoir prendre au congélateur et que je vais devoir glacer l'entremets juste avant de le déposer dans la boîte. Donc c'est énormément. On s'imagine pas le travail qu'il peut avoir derrière un gâteau, mais quand on fait tout soi-même, un gâteau peut prendre du temps. Donc on va dire qu'un gâteau, ça prend 2 jours à peu près. Moi, dans mon épicerie, en tout cas. Pendant 2 jours, je suis sur un gâteau. Non, puis j'inviterai les gens à aller voir, je mettrai les liens de ta page Facebook dans les notes du podcast, mais quand on voit les gâteaux, si on s'y connaît un tout petit peu, quand je dis on s'y connaît un tout petit peu, c'est-à-dire on n'a pas fait dans sa vie que d'ouvrir un gâteau Savane ou autre, voilà, si juste une fois on a déjà fait un flan ou une tarte ou n'importe un gâteau soi-même. Quand on voit les images de tes gâteaux, on sait que c'est c'est un travail de fou. Et donc justement, c'est quoi les perspectives par rapport à cette activité? Est-ce que ça sera un complément du gîte? Est-ce que tu penses pouvoir développer ça et donc embaucher une personne, etc. Qu'est-ce que tu vois comme perspective? Alors aujourd'hui, alors je me dis que j'aimerais toujours en faire plus. En plus, j'ai du mal à dire non aux gens en fait, parce que je commence à avoir une petite notoriété quand même. Bien sûr. Voilà, les gens du village, certains m'ont déjà passé une dizaine de commandes là, sur 2 ans d'ouverture. À chaque anniversaire, les anniversaires des enfants, les anniversaires de papy-mamie, un gâteau pour la Saint-Valentin, un gâteau pour Pâques, une bûche à Noël. Enfin voilà, ça peut aller très très vite. J'aimerais en faire plus. Après voilà, il faudrait que je m'équipe pour voir plus grand. Avec de l'organisation, je pense que je pourrais prendre plus de commandes, mais essayer quand même de limiter. Alors, je suis quand même très frileuse. Je veux me développer, mais tout en limitant les risques. Avec encore plus là, avec le contexte actuel, je me suis dit pendant la période de Covid, si j'avais eu un loyer à payer, ne serait-ce qu'un employé à payer, mais c'était la fin. Enfin, je venais d'ouvrir ma pâtisserie et est arrivé le Covid. Enfin, ça aurait été une catastrophe. Alors que moi, quand il y a eu la période de Covid, déjà de 1, j'étais enceinte, et puis j'ai pas eu de perte. Puisque c'était des denrées, au pire, j'avais une boîte de 12 œufs, j'avais 1 kilo de beurre dans le frigo, puis c'était tout en fait. J'ai eu, alors je vais pas dire que j'ai pas eu d'impact, parce que j'ai quand même eu un trou dans ma comptabilité pendant les 15 derniers jours de mars, le mois d'avril, et puis dès le mois de mai, ça a redémarré, mais en 15 jours, j'ai fait un chiffre d'affaires que je peux faire sur un mois. Donc voilà, les gens attendaient quand même la réouverture de ma pâtisserie. Et puis après, j'ai fait en sorte de relancer aussi l'activité. Voilà, j'ai fait pas des ventes flash, mais voilà, je mettais à l'honneur, pour une semaine, en fait, je mettais à l'honneur une pâtisserie. Enfin, en tout cas, pendant le week-end, on va dire du vendredi au dimanche. Je mettais à l'honneur une pâtisserie pour donner envie aux gens et puis commander quand on fait une tarte on en fait 2, on en fait 3, on en fait 4. Voilà, si c'est toutes les mêmes tartes, c'est facile à reproduire. Et donc me développer mais tout en limitant les risques. Après, ce que j'envisageais cette année, mais je ne l'ai pas fait, je voudrais ouvrir des cours de pâtisserie. Ah, très bonne idée. Et même en ligne, comme tu l'as toi-même pratiqué, je pense que tu t'es rendu compte que c'est largement faisable. Et puis de ce fait-là, tu peux être dans l'Ouest, même dans un petit village, et toucher différentes personnes. J'y avais pas pensé, mais voilà. Je reste quand même encore très scolaire. Alors là, c'est mon métier de site qui ressort, c'est que j'aime bien transmettre. T'inquiète pas, on fera hors caméra, hors micro, je t'expliquerai ce qui est faisable. C'est un peu mon domaine aussi, le e-learning. Tu vois, je me place dans un podcast, l'air de rien. On a beaucoup parlé, et donc pour essayer de terminer, on va dire, ce podcast, moi, je voudrais juste faire un message qui est celui, en vous écoutant, qui me vient à l'esprit, c'est que waouh, c'est impressionnant ce que vous faites de vos mains, et
J'insiste là-dessus parce que dernièrement, j'ai lu un livre de Charles Pépin. Alors, c'est pas parce que j'ai lu un livre que je veux mettre, mais j'ai trouvé sa remarque vachement intéressante, c'est que on est des humains et on est issus de l'homme de Cro-Magnon et compagnie. Et en fait, on est conçu et on n'a pas évolué depuis pour faire des choses avec nos mains. Et en travaillant avec nos smartphones, nos ordinateurs, etc., on ne fabrique plus. Et il disait à un moment donné, en fait, on perd de ce fait-là de la confiance en soi, parce que le fait de fabriquer, c'est en lien avec notre cerveau. Utiliser nos mains et fabriquer quelque chose, c'est important. Et donc, il disait, ça va en lien, c'est faites des travaux, construisez quelque chose. Ou il dit je conseille des fois à des PDG de faire un CAP pâtisserie et de faire des gâteaux. Voilà, donc au fond, vous résumez à vous seul cette idée-là qui est de, en réalisant, en fabriquant, en faisant avec nos mains, on se donne du sens. Et donc déjà pour ça, bravo. Et j'ai envie de dire, l'idée aussi du podcast, c'était de vous mettre en avant parce que vraiment, moi qui vous suis de loin comme ça, depuis que Manu est passé dans mon bureau à tapoter ses stylos, etc., à battre la mesure, parce qu'à côté de ça, en plus de faire les travaux, il fait de la musique et il est très bon dans ce qu'il fait. Mais il ne le dira pas parce qu'il est humble. Voilà, moi j'avais envie de vous mettre en avant et donc on vous mettra en avant par la page Facebook de ta pâtisserie Lise, et puis on mettra en avant aussi votre gîte. Donc les gens qui ont envie, là on approche l'hiver là et tout ça, ça devient Noël, tout. On va commencer déjà dès le mois de janvier à penser à cet été parce qu'on est comme ça, nous les êtres humains, on pense pas à ce présent, on pense au futur, et tant mieux pour vous. Donc on mettra les liens pour pouvoir réserver et aller se baigner dans votre piscine cet été et puis entre guillemets un peu vous récompenser de tout ce que vous avez fait, parce que moi je sais pour bien connaître Manu et puis voilà, ça confirme en réalisant ce podcast que vous faites aussi les choses pour partager avec les gens, donc voilà, c'est tout à votre honneur. Merci Fred. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Il est particulièrement long, mais vous êtes à 2, donc vous avez droit normalement à double dose, hein, bien sûr. Donc, et j'espère que les auditrices et les auditeurs prendront le temps de se dire allez, j'écoute une moitié en allant au boulot et l'autre moitié en revenant. Ça valait le coup. Donc, merci à vous deux. Merci. Au plaisir de venir manger un de ces 4, une pâtisserie quand même, parce que même si je vais pas dans l'Ouest tout de suite là, un jour je passerai, et de venir profiter de votre gîte. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Lise et Manuel. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou de mettre 5 étoiles sur Spotify ou Acast, ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y, et d'ici là, portez-vous bien.